Bonjour à tous, il est 11h03. Nous allons commencer notre webinar, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc Oui, aujourd'hui, très bien. merci. Donc aujourd'hui, le sujet du webinar, c'est la version 10.10 de Data Protector qui a été annoncée en septembre. Et on va aller un petit peu au-delà de cette version et vous verrez pourquoi. Je m'appelle Serge Ardouin, je suis consultant avant-vente pour l'environnement qu'on appelle maintenant Data Protection. Si vous avez des questions au cours de de ce webinaire et qu'on n'a pas le temps de les adresser, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail serge.ardouin@microfocus.com, j'y répondrai. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait prévu de parler de quelques initiatives. Alors, quelles sont ces initiatives? Alors, la première, c'est que depuis à peu près le mois de juin, enfin plutôt juillet 2018, on a commencé ce qu'on appelle un Tour de France. On n'a pas trouvé mieux comme expression. L'idée de ce Tour de France, c'est de rencontrer des partenaires, des clients, des prospects, en fait tous les gens qui sont intéressés par la protection des données telle qu'elle est adressée par Microfocus. Donc c'est pour vous rencontrer et surtout chez vous. Et vous présenter, alors l'agenda n'est pas fixe, mais en gros, voilà, c'est vous présenter l'entreprise, donc Microfocus, et puis le portfolio, évidemment avec un zoom particulier sur l'offre data protection. Alors, si vous êtes partenaire, ce sera le programme partenaire. Sinon, ça peut être aussi des présentations simples ou alors ce qu'on appelle deep dive, donc très très pointu. Parler de la feuille de route, parler du support. Aussi pour organiser des workshops hein, ou des ateliers, des événements. Voilà, on est complètement ouvert quant au format. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui, donc depuis juillet, on a rencontré à peu près 30 partenaires et clients un peu partout dans toute la France, hein, depuis Lille jusqu'à Aix et jusqu'à Bordeaux. Alors, donc nos webinars de 2018, ils sont tous en replay. Ça veut dire que si vous êtes inscrit, vous avez un lien pour le replay et vous avez normalement accès à la présentation. Donc je ne vais pas tous les lister, mais voilà. Les prochains qui sont prévus, donc en 2019. Alors 2019, c'est une date intéressante parce que en 2019, Data Protector a 30 ans. Donc c'est plus que l'âge de raison. Donc on parlera de l'historique, du présent et du futur. Donc on va beaucoup se consacrer aussi sur les roadmaps ou sur les feuilles de route. On va parler du reporting parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont arrivées dans un protector. Il y a un webinaire dont le titre n'est pas encore fixé, mais voilà, c'est ce qui est important avec la sauvegarde, c'est la restauration. Donc là, on fera pas mal de démos alors sur la restauration. La performance aussi, donc on va aborder plusieurs points, type NDMP, donc pour la sauvegarde des serveurs de fichiers, les snapshots qu'on appelle chez nous ZDB, la sauvegarde performante des VM, etc. Et aussi on a prévu un webinar qu'on a appelé trucs et astuces. Alors c'est un peu plus que ça, hein. C'est par exemple une question de comment configurer un environnement de sauvegarde à partir d'un cahier des charges assez simple ou assez compliqué. Et aussi, ce qu'on va introduire en 2019, c'est la possibilité, donc, si vous êtes intéressé, donc si vous avez des suggestions, évidemment, elles sont les bienvenues, et aussi si vous êtes intéressé à participer vous-même à un webinar, par exemple pour partager une expérience, par exemple si vous voulez faire une démo, ou vous avez envie de partager vos bonnes pratiques, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. Ceci étant dit, architecture et performance, c'est vraiment un sujet qui est, comment dire, très récurrent dans la partie Data Protector. Donc l'architecture, je vous rappelle, hein, donc au sommet de la pyramide, on a Data Protector, donc c'est en gros c'est le chef d'orchestre, il fait l'orchestration, la gestion de tout ce qui concerne la sauvegarde. Sur la couche intermédiaire, on a toute la charge. Donc la charge, c'est ce qu'on appelle les intégrations, donc avec des hyperviseurs, donc avec le monde virtuel, avec des applications, qu'elles soient en mode virtuel ou en mode physique, et avec les agents disques, donc pour faire des sauvegardes en mode fichier. Et l'étape de base, c'est c'est le contrôle du stockage via des agents médias. Donc le stockage, alors
on a essayé de donner un aperçu sur toute l'infrastructure qui est supportée. Donc, en parlant plutôt de court, moyen et long terme. Donc en court terme, les snapshots. Donc ça fera partie d'un webinaire. Comment Data Protector gère les sauvegardes avec snapshot. La déduplication, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau de la déduplication. Donc en gros, on travaille essentiellement avec les acteurs principaux du monde de la duplication, c'est-à-dire nos ex-collègues HPE avec StoreOne et EMC, enfin Dell EMC avec Data Domain. L'archivage long terme, c'est l'archivage sur les bandes, donc la sauvegarde sur les bandes ou l'archivage sur les bandes. Il y a quelques années, on parlait de la fin de la sauvegarde sur bande. On en parle toujours, mais c'est pas, on n'y est pas encore. Hein. Comme le nom l'indique, la sauvegarde sur bande, c'est vu plutôt comme un archivage. Je veux restaurer des données qui ont 10 ans. Sur bande, c'est vraiment le média le plus adapté. C'est simple, c'est facile et c'est pas cher. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, le cloud, c'est vraiment quelque chose que regarde à peu près tout le monde, que ce soit partenaire, client, prospect. C'est transférer des données, sauvegarder donc depuis le data center vers le cloud, ou depuis le cloud vers le data center et dans le cloud. Voilà, j'ai une charge de travail dans le cloud, je voudrais sauvegarder dans le cloud, pourquoi pas. Et de nouveau au sommet de la pile, on a ce qu'on appelle le reporting avancé. Donc, on fera un webinaire dessus, mais il faut savoir que l'offre Data Protector en termes de reporting s'est énormément enrichie depuis la version 10, depuis la version 20 qui est annoncée cette semaine. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui avancent, qui progressent, et on a une sorte de dualité entre Backup Navigator que vous connaissez peut-être. Donc c'est une solution de reporting, d'analytique, de capacity planning, de troubleshooting qui est extérieure à Data Protector. Et on verra que le reporting avancé, donc interne à Data Protector, couvre un spectre assez important que couvre aussi Backup Navigator. Alors, en termes de performance et d'optimisation, juste 4 points sur lesquels on reviendra évidemment dans des webinaires ultérieurs, mais l'idée c'est 1. Utiliser au mieux l'infrastructure et 2. C'est vraiment le point clé, c'est respecter les fenêtres de sauvegarde. Pourquoi? Parce que les fenêtres de sauvegarde en général ne sont pas extensibles, alors que la quantité de données à sauvegarder, à protéger augmente, et en particulier depuis l'annonce de la RGPD en mai 2018. Ça, c'est quelque chose qu'on observe partout. On veut maintenant à peu près tout sauvegarder. Alors, en haut à gauche, on a la sauvegarde et récupération, ou sauvegarde et restauration via snapshot. Donc, dans le langage Data Protector, ça s'appelle ZDB, comme Zero Downtime Backup. Donc, ça veut dire que la sauvegarde sans interruption de la production, et son corollaire qui est Instant Recovery. Ça, c'est très important parce que quand on garde les snapshots en ligne, on peut faire une restauration ultra rapide avec Instant Recovery. C'est juste, pour simplifier, un jeu de pointeurs dans la baie de disque. Autre point pour la partie performance, c'est multiplexer et paralyser les flux de données. Donc vous savez qu'avec nos médias de sauvegarde, donc avec les médias serveurs, on est capable de paralyser au maximum les flux. Paralyser les flux vers des médias classiques, vers des bandes, ça on sait le faire. Et aussi, important, de plus en plus de gens migrent et vont migrer vers SAP HANA, car je pense que d'ici 2-3 ans, tous les clients SAP vont devoir migrer sur SAP HANA. On est prêt, on travaille, j'allais dire, la main dans la main avec SAP pour accélérer au maximum toutes les sauvegardes SAP HANA. En bas à droite, alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant avec Data Protector, c'est qu'on est indépendant entre tous les systèmes. Alors, on a une sorte d'horloge, là on peut sauvegarder de l'HPUX vers du Red Hat, le restaurer vers du SUSE, le réimporter vers du Windows, le décharger vers du Solaris, répliquer vers HPUX. Il n'y a aucune contrainte en termes de déplacement des données d'un système à l'autre via Data Protector. Ça, c'est important, surtout quand on est dans des périodes de migration de systèmes qui commencent à être un peu, pas obsolètes, mais un peu en fin de vie, comme tous les systèmes Linux, vers les systèmes Unix, vers les systèmes Linux et vers les systèmes Windows. Et enfin, le dernier point important dans la partie performance et optimisation,
c'est la déduplication. Donc vous savez que ça soit avec Store Data Domain, on peut dédupliquer exactement où on veut, répliquer de manière complètement contrôlée par Data Protector, que ce soit avec Store Data Domain. Donc Data Protector garde la main sur la réplication. Et enfin, grâce aux options qui s'appellent Cloud Bank de StoreOne et Cloud Tier de Data Domain, on peut très bien gérer la réplication vers le cloud. Donc on contrôle et grâce à StoreOne Data Domain, on peut envoyer les données directement vers le cloud. Donc tout ça, c'est dans des buts d'optimisation des performances, de la sauvegarde et de la restauration. Alors, avec la version 10.10, donc qui a été annoncée en septembre, il y a des améliorations intéressantes. La première, c'est quelque chose qui permet justement de vérifier les prérequis juste avant l'installation. Alors, soit c'est intégré dans l'installation, ou alors on peut très bien, en avance de phase, utiliser un script qui est disponible via téléchargement. Donc, si vous avez besoin de ce script et que vous ne le trouvez pas, faites appel à moi, je peux vous l'envoyer par mail sans aucun problème. Donc, à quoi ça sert? Ça sert simplement à vérifier deux ou trois choses, en particulier la partie longueur des noms des hôtes via NetBIOS, ou vérifier toute la pertinence du DNS et du FQDN. Alors pourquoi? Parce que on s'est aperçu que 95% des problèmes d'installation ou d'upgrade sont liés à des problèmes de longueur de nom ou de résolution de DNS. À partir du moment où ça s'est résolu, l'installation se déroule correctement. Enfin, l'installation ou l'upgrade. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la version 10.10, on peut faire des upgrades donc directement depuis la version 8.1x ou depuis toutes les versions 9. Ça, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Et évidemment, depuis toutes les versions 10, on va directement vers la version 10.10. Donc ça, c'est ce qui arrive depuis 10.10, c'est ce qui va continuer. On va pouvoir faire des upgrades en une seule étape. Pas d'étape intermédiaire. Alors, ce qui est apparu aussi donc depuis la version 10, c'est qu'on a mis en place deux éditions. Alors c'est pas des versions, c'est des éditions. Alors je dis ça parce que certains qui connaissent Data Protector depuis quelques années vont se rappeler que Data Protector Express, c'était une sorte de logiciel de sauvegarde, alors qu'il n'avait strictement rien à voir avec Data Protector, qui était fourni avec le matériel et qui était, pour parler simplement, une catastrophe absolue en termes de mise en œuvre, performance, etc. Donc aujourd'hui, c'est une édition. Et cette édition, elle adresse les environnements virtuels. Alors, c'est une édition qui est selon le terme de nos amis anglophones, c'est work in progress. Donc pour le moment, c'est simplement la version Data Protector avec la sauvegarde et la restauration de tous les environnements virtuels, donc que ce soit VMware ou Hyper-V ou KVM ou ce que vous voulez. L'intérêt, c'est que le mode de licence est par socket. L'intérêt, c'est que on supporte tous les médias de sauvegarde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle version qui va être appelée à évoluer en termes de facilité d'installation, de performance, etc. Mais aujourd'hui, c'est prêt, ça existe. La version qui s'appelle Premium, donc c'est celle que vous connaissez, c'est la licence à la volumétrie de préférence. La licence modulaire existe toujours, mais aujourd'hui, on va privilégier la licence à la volumétrie. Alors, je ne parlerai pas de partie commerciale et financière, mais voilà, on est assez intelligent pour faire des prix qui peuvent correspondre à peu près tous les budgets. Donc voilà, aujourd'hui, deux éditions, Express pour la partie virtuelle, Premium pour tout. Alors, l'administration, on a voulu la simplifier, donc vous connaissez déjà l'interface en mode web service, donc avec un tableau de bord. Alors le tableau de bord, on peut soit afficher les informations sur les clients, les données protégées, les licences ou les périphériques, et ou afficher un certain nombre de rapports en mode favori. Donc si vous avez un peu travaillé avec Backup Navigator, vous pouvez voir que les rapports qui sont affichés, ça c'est vraiment imprégné de l'esprit de Backup Navigator. C'est-à-dire que on a des rapports qui sont
immédiatement exploitable pour l'opérationnel. Typiquement, le pourcentage de réussite des sessions, par exemple, un peu d'analytique pour voir où prévoir la taille des transferts, des choses intéressantes sur la qualité des services, par exemple RPO, RTO. Donc, est-ce que je suis dans les cordes de mon niveau de service en termes de RPO et de RTO? On peut aussi avoir des statistiques sur la quantité de données protégées, donc ça peut prévoir l'anticipation des besoins en licence, etc. Donc, il y a un grand nombre de rapports qui existent et qui sont disponibles pour cet environnement. Alors, les applications, donc si on fait un petit zoom sur la partie reporting RPO RTO, voilà, on peut voir exactement si on est dans les clous pour certaines applications qu'on peut appeler des applications stratégiques. Par exemple, là, je vous ai fait un petit exemple sur VSS Microsoft, donc c'est tout ce qui est sauvegarde via snapshot en suivant la norme VSS de Microsoft. VPA, c'est toute la partie virtuelle. VPA Disk, c'est des applications, enfin c'est de la sauvegarde sur disque, de machines virtuelles. Après, bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut, puisqu'on peut sélectionner les applications qui correspondent à notre objectif de RPO RTO. Et voilà, donc là, on a toutes ces informations qui sont données directement. Donc ça donne une information pour savoir est-ce qu'on est dans les clous ou pas. Après, on a pas mal de choses sur la configuration, comment configurer justement ces niveaux de service. On sélectionne les applications et on sélectionne simplement le temps de RPO et le temps de RTO. Alors parmi les autres améliorations, alors là on est vraiment un peu plus pointu, c'est pour ceux qui utilisent la déduplication NTFS de Windows, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait des petits problèmes quand on faisait des sauvegardes incrémentales et de fichiers dupliqués. Donc si des fichiers venaient d'être dédupliqués alors qu'ils avaient déjà été sauvegardés, ils étaient repris en compte pour les incrémentales. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc Data Protector interagit de manière beaucoup plus approfondie avec NTFS, justement, pour ne sélectionner que les fichiers qui ont effectivement été modifiés depuis la précédente, même s'ils ont été dédupliqués. Alors il y a beaucoup de choses, en fait, vous le savez déjà, mais bon, je préfère le redire. Chaque version, donc il y a à peu près 4 versions par an. Alors c'est pas 4 versions par an parce qu'on est des staccanovistes, mais l'intérêt des nouvelles versions, c'est aussi pouvoir ajouter du support de nouvelles plateformes et de nouvelles applications, de nouvelles versions d'applications. Donc là, je vous donne une liste à peu près exhaustive de tout ce qui a été apporté avec la version 10.10, avec un gros focus sur la partie application au niveau Oracle, SQL de Microsoft et SAP HANA. C'est vraiment, on essaye de réduire au minimum l'espace entre la nouvelle version annoncée par l'éditeur et le support par Data Protector. C'est pas encore optimal, mais on se rapproche d'un optimal. À gauche, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui bougent. Par exemple, le support du LTO8 avec le monde Ultrium d'IBM. Par exemple, le Disaster Recovery en environnement de Windows 2016 et aussi important le support de VMware 6.5 U2, sachant que le support de 6.7 va arriver avec 10.20, c'est-à-dire cette semaine. Alors, juste, ce qui est intéressant, c'est faire un petit focus sur la partie reporting intégré. Alors, le reporting intégré, bon, c'est simple, dans l'environnement dans le web, l'affichage du web service Data Protector. On a dans notre dashboard, on a une partie reporting, et après, quand on sélectionne la partie report, on s'aperçoit qu'on a un grand nombre de. Alors, les rapports qu'on affiche là, c'est ceux qu'on trouvait dans l'environnement précédent Data Protector, donc dans l'ancien interface graphique. Là, on a utilisé donc l'analytique, on a utilisé le retour d'expérience de Backup Navigator pour présenter des informations de manière un peu plus lisible et on pourrait dire un peu plus sexy. Donc on a tous les rapports concernant les sessions dans un laps de temps, avec les statistiques sur les clients, avec les flux de sauvegarde, la liste des sessions. On a toutes ces informations de manière très très visuelle. On a par exemple l'utilisation des médias.
Donc comment sont utilisés les médias pour pour chaque type de sauvegarde. Alors là, j'attire simplement votre attention sur le code couleur. Donc on a des codes couleurs qu'on essaye d'être assez simples à utiliser, assez visibles. Bon, pour la partie résultat des décisions de sauvegarde, bon, vert c'est bien, rouge c'est pas bien, orange, enfin orange jaune ça a marché mais il y a des petites erreurs, et puis bon, orange pur c'est que c'est en train de tourner. Après, d'autres codes couleurs sur le profil des sauvegardes. Ensuite, on a des choses intéressantes sur les statistiques des médias. Alors là, juste pour information, c'est notre environnement de démo. Donc voilà, simplement c'est pour montrer le fonctionnement de la solution. C'est pas forcément l'expression d'un environnement de production. Bah, par exemple, voilà la taille des transferts. Donc on a à gauche, la partie gauche, bah, c'est l'effectif, et puis à droite c'est la partie prédictive. Donc ça c'est vraiment l'utilisation intelligente d'analytique. Donc c'est toutes les données qui sont enregistrées par Data Protector, et on essaye de faire une projection sur les quelques mois, enfin semaines, mois à venir. Après, bon, vous pourrez vous familiariser avec ça, mais voilà, dans le reporting, il y a pas mal d'options intéressantes qu'on espère être le plus intuitif possible. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, n'hésitez pas, hein, il y a un site dont j'ai déjà parlé dans un précédent webinaire et sur lequel on reviendra, qui vous permet d'échanger des idées sur Data Protector. C'est en anglais, mais bon, c'est de l'anglais technique, c'est super simple. Vous dites, tiens, par exemple, l'affichage là, ça me plaît pas tellement, je voudrais plutôt avoir ça comme ça. Vous faites cette suggestion, et si elle rencontre l'adoption de vos pairs, dans ces cas-là, la modification sera faite dans une version ultérieure de Data Protector. Voilà, donc on peut filtrer tout ce qu'on veut avec dans le reporting. Voilà, je vous passe ça assez rapidement parce que c'est des choses avec lesquelles vous êtes peut-être déjà familier. Néanmoins, voilà, on peut choisir par exemple le type d'affichage, graphique, tableau. On peut aussi exporter les rapports. Je pense que c'est beaucoup plus simple par rapport à ce qui préexistait dans Data Protector. Un exemple type, voilà, on exporte ça en mode PDF. Ça veut dire que si on veut remonter l'information à des partenaires, à des clients, au DSI, on a des informations intéressantes et surtout fiables. Voilà. Alors, juste avant la partie démo, je vais pas rester longtemps sur la partie démo, mais vous allez voir, ça va être très simple. Data Protector 10.20 donc va être annoncé en décembre. Donc je pense que cette semaine, j'ai pas encore la confirmation. Il y a juste pas mal de choses. Donc le reporting intégré va encore évoluer. Et il y aura des rapports justement sur le chargeback. Donc c'est pour comment dire, si on veut financiariser les rapports, donc ajouter par exemple une notion de coût avec la partie de chargeback, ça va être ultra simple à mettre en œuvre. Les plateformes, je vous ai parlé de VMware 6.7 U1, c'est avec 10.20. Pas mal de choses aussi sur l'intégration avec Data Domain. Donc au niveau DD Boost et VMware, on peut donc utiliser Data Domain avec l'API DD Boost pour faire de la restauration granulaire, du Power On, donc PO c'est Power On et LV c'est Live Migration. Donc tout ce qu'on faisait déjà avec le Smart Cache, avec les snapshots 3 parts, avec StoreOne Catalyst, on le fait aussi maintenant avec des Data Domain et des DBoost. Et aussi, un petit point intéressant, c'est on réintroduit en 10.20, alors le Legacy Scheduler, c'est le scheduler qui préexistait avant l'introduction du nouveau scheduler. Alors pourquoi on réintroduit ce scheduler? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui étaient très attachés à ce scheduler-là et qui trouvent que le nouveau scheduler ne répond pas exactement à leurs attentes. Donc, on réintroduit les legacy schedulers. Alors, sur un prochain webinaire, on verra qu'il y a c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Hein. Si je travaille sur legacy scheduler et puis demain je veux passer sur le nouveau, c'est facile. De nouveau à l'ancien, c'est facile. Et aussi parce qu'on a eu des remontées d'informations comme quoi le nouveau scheduler n'était pas avec quelques petits problèmes. Alors le problème principal hein, qu'on a vu, c'est et ça si vous êtes pas au courant, je vous donne l'information, c'est que le legacy scheduler était ralenti quand on utilisait Internet Explorer.
Alors, c'est pas de notre fait, hein, c'est quand on utilise Chrome, par exemple, il y a un delta de performance qui est appréciable. Alors, on essaye de travailler avec Explorer pour améliorer les performances, c'est compliqué. Avec Chrome, avec Firefox, on a vraiment des performances qui sont tout à fait acceptables. Voilà. Alors, juste, si je voulais, s'il me restait 2-3 minutes, je voulais vous montrer la partie démo. Donc, alors, dans la partie démo, ce que j'ai voulu faire, c'est voilà. Donc ça, alors encore une fois, c'est notre site de démo. C'est assez simple en termes d'affichage. On n'a pas une production absolument délirante. Mais alors, simplement vous montrer le scheduler. Donc le scheduler, voilà, c'est ce qu'on appelle le legacy, enfin le nouveau scheduler, pardon. Très simple. On affiche par mois et par jour, et on a un code couleur. Donc là, par exemple, si je vais sur le jeudi 6 décembre, je vois que j'ai 11 jobs qui vont tourner. Donc on n'est pas dans une production extrêmement pléthorique. Puis un code couleur. Donc code couleur qui a l'air un peu mystérieux. En fait, voilà. Quand je clique sur le jour, donc en gros le bleu c'est les sauvegardes classiques et le jaune c'est ce qu'on appelle les reports. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça fera partie du webinaire trucs et astuces. On peut utiliser ce qu'on appelle les report groups. Alors les report groups, ça sert à lancer des rapports sur certains sujets à une date précise. Et donc, c'est comme si un job tournait, mais un job tournait régulièrement pour envoyer des rapports. Alors nous, ce qu'on fait, alors c'est peut-être une pratique intéressante, c'est à la fin de toutes les sessions de sauvegarde, on crée un rapport qui s'appelle statistique 24 heures. Pour la dernière 24 heures, on a justement les statistiques sur toutes les sessions avec le taux, enfin la réussite ou non. Après, on a les rapports tout à fait classiques qui sont affichés. Donc sur chaque rapport, hein, ce que je peux faire, c'est très simple. Hein, je peux, si je clique sur un rapport, je vais pas le détruire, mais voilà, je peux soit donc le mettre en mode disable, ça veut dire que le rapport est toujours là, mais il ne va pas tourner. Je peux le détruire ou je peux l'éditer. Et donc c'est là-dessus que je voulais terminer. Donc quand j'édite un rapport, donc j'ai toutes les options. Donc le nom de cette planification, donc le plan de sauvegarde en général, par défaut, on utilise le nom de la session de sauvegarde auquel on ajoute backup underscore MSSQL. Donc backup et puis le nom de la session. Après, le type de la sauvegarde, bon bah là c'est transaction, donc ça veut dire que j'ai une base de données que je sauvegarde en mode transactionnel. Je peux afficher tous les autres qui sont possibles dans une base, hein, de type MSSQL, full, différentiel ou copie, si je veux changer. Après, j'ai un programme de rétention par défaut, je peux augmenter la priorité, la charge réseau. Le terme ici, la pose lower priority job, c'est si je décide que ce job n'est pas prioritaire, mais par contre, si un job plus prioritaire, je vais laisser la priorité. Il suffit que je clique sur ce bouton-là. Voilà. Je clique. Bon, là, voilà, je l'enlève, mais voilà. Donc, ça veut dire que si je clique sur ce job, sur cette entité-là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si un job plus prioritaire a besoin des mêmes ressources que mon job, je vais être, comment dire, sympa. Je vais autoriser à ce que mon job soit mis en pause. Alors juste une information, si votre job est mis en pause, automatiquement sa priorité va augmenter. Le mode debug, bah voilà, si je me mets en mode debug, ça veut dire que je suis pas vraiment sûr de mon job de sauvegarde, je vais avoir des informations, donc je vais créer un fichier qui s'appelle par défaut debug.txt et qui sera dans C, programme data, omniback, TMP. Et tous les fichiers donc qui contiendront ce texte qui s'appelle debug.txt auront rapport à l'environnement de debug de mon job, avec le range que je peux sélectionner, c'est la quantité d'informations que je veux enregistrer dans les logs. Bon, là, je vais l'enlever. Et next, voilà, là, je vais avoir la récurrence, donc si l'affichage veut bien se mettre en œuvre. Bon. On a des petits problèmes en ce moment parce que on est en train de migrer complètement depuis l'environnement HPE vers l'environnement Microfocus. Donc on a pas mal de comment dire de ralentisseurs. Donc là la récurrence, bah vous savez ce que c'est, hein, c'est une fois toutes les minutes, les heures, les jours, etc. On verra aussi dans un prochain webinaire comment mettre en œuvre une récurrence de type
un incrémental par semaine, un full le week-end, une mensuelle, une annuelle. Comment faire justement pour pas que les sauvegardes se chevauchent. Ensuite, j'ai l'heure de démarrage, j'ai le fuseau horaire, enfin j'ai le jour de démarrage, l'heure, et la fin de la récurrence, si éventuellement il y a une récurrence. Et à la fin, j'ai mon résumé, et ici, j'ai quelque chose qui peut être intéressant, qui s'appelle clone schedule. Alors j'ai eu pas mal de questions sur la signification de ce clone. En fait, imaginons que je crée un job de sauvegarde, mais ce job de sauvegarde, en fait, je veux sauvegarder des données. Donc, en gros, le plus simple, je veux faire de l'incrémental la semaine et la complète le dimanche, par exemple. Si je commence par l'incrémental et que je veux faire ensuite la full, et ben, plutôt que de réentrer toutes les informations, je vais créer un clone. Et si je clique sur clone, il va simplement me demander d'autres informations. Donc voilà, si je clique sur clone, au lieu d'aller en mode finish, enfin si je fais finish par exemple, il va automatiquement me remettre les informations. Et là, en haut de l'écran, j'ai une information qui a disparu parce que j'ai cliqué dessus malheureusement, mais en gros, je vais pouvoir ajouter un nouvel environnement de sauvegarde à mon plan de sauvegarde qui s'appelle backup, MS SQL, etc., en lui ajoutant la partie complète. Donc, je fais d'une pierre deux coups, c'est que au lieu de faire deux sessions, au lieu de faire au lieu de créer deux plans de sauvegarde, j'en crée simplement un seul que je modifie en fonction de la récurrence. Voilà. Donc ça, c'est des choses on trouvait assez pertinente et que peut-être certaines personnes ont trouvé un peu fastidieuse à mettre en œuvre. Voilà. Néanmoins, donc ce scheduler va continuer à vivre et l'ancien scheduler, alors je vais vous montrer quand même voilà, parce qu'en production, là, j'ai la version 10.20. Donc rapidement, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais créer une sauvegarde de file system classique. Donc j'ajoute, je prends tout ce qui est par défaut. Je vais sauvegarder quelques fichiers, par exemple de ce serveur-là, par exemple des logs, on ne sait jamais. Next, je vais choisir de les sauvegarder sur une Store 4005 avec par exemple la passerelle qui correspond à mon serveur. Ça va jusque là, c'est simple. J'ai pas envie de modifier tout ça, je garde les informations. Et là, next, vous voyez réapparaître l'ancien scheduler avec la possibilité de faire des sauvegardes incrémentales, complètes, etc. Si je veux pas l'utiliser, je fais simplement next. Voilà, donc là j'ai un résumé et après il va me demander est-ce que je veux le sauvegarder, save and schedule et dans ces cas-là, il va me renvoyer vers mon nouveau scheduler. Voilà. Donc à partir du 10.20, on réintroduit l'ancien scheduler pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, les deux schedulers l'autre scheduler peut être utilisé avec des ponts évidemment entre les deux. Voilà. J'en ai terminé de cette session. Donc, pour conclure, donc si vous avez des questions, si vous avez des sessions organisées chez vous, si vous avez des idées de webinaires, si vous voulez participer effectivement à des webinaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mes coordonnées. Oui, je vais peut-être les remettre sur l'écran, ça sera beaucoup plus simple à voir. Voilà. serge.ardouin@microfocus.com. Sur le site de Microfocus, vous avez toutes les docs en ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Si vous voulez influencer l'évolution des versions, n'hésitez pas. On est très ouvert. Et ça, c'est un gros changement qui a eu lieu donc depuis qu'on est devenu autonome, donc depuis qu'on s'appelle Microfocus. On est vraiment un éditeur de logiciels à 100%. On a beaucoup de gens qui travaillent sur la R&D, qui sont prêts à écouter toutes les requêtes du terrain. Donc le terrain, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. On peut faire évoluer la solution. Voilà, j'ai un petit peu débordé, je m'en excuse. Si vous voulez la présentation, vous l'aurez. Si vous voulez un accès au replay, vous l'aurez. Donc ma collègue va s'en occuper. Et si vous voulez partager avec d'autres collègues, vos clients, etc., n'hésitez pas. Tout est possible et tout est disponible. Voilà. Je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous donc certainement au mois de janvier pour le prochain webinaire qu'on va
consacré aux 30 ans de Data Protector. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.